La vie est une aventure audacieuse ou rien. Chaque vendredi, j'accueille une personnalité pour discuter business, bien-être et développement personnel. Dans un monde en perpétuelle évolution, les intervenants du podcast apportent de l'inspiration et de l'information sur des sujets tels que le wellness, la parentalité, la carrière, le sport, l'alimentation, la beauté, la santé. Je suis Chloé Genico. Bienvenue dans Audace. Bonjour Maïté. Bonjour. Merci de prendre ton temps et de te déplacer pour participer au podcast Audace. Merci, mais c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de t'avoir dans le podcast. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Alors, je vais commencer par une petite question rituelle. Ok. Je vais te demander, c'est une question qui est pas facile, mais je vais te demander de te présenter si tu le veux bien. Ok. Regarde, moi je suis Maïté. Je suis en termes professionnels la cofondatrice de Supplémine. C'est une start-up basée à Lannes et on est dans les compléments alimentaires. En termes personnels, je suis maman de deux jumeaux, donc de deux enfants. Ouais, tu sais que c'est marrant parce que j'ai une sœur jumelle moi-même et je fais toujours l'erreur. Je dis toujours 2 jumelles. Alors oui, que non, on en dit pas fait, ça. et les gens ils disent mais t'en as 4 ? Non, en fait j'en ai 2 et un troisième en route. Donc félicitations. Merci beaucoup. J'habite aussi à Lannes, donc pas loin de l'entreprise. Et voilà, dans mon temps libre, je fais beaucoup de sport. J'essaie de prendre soin de moi parce que je suis un peu dans le secteur, donc c'est important. Et voilà. Tu peux me dire quel genre d'enfant tu étais ? Très indépendant. Je suis fille unique. D'accord. Donc très indépendant. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'être seule parce que vu que on est quand même fille unique, on n'a pas de frère, pas de sœur. J'ai toujours eu plein de copains, plein de copines. Je jouais tout le temps dehors, beaucoup de sport aussi. Donc oui, plutôt joyeux en fait. J'ai une très très chouette jeunesse. Tu es flamande ? Oui, je suis flamande. Voilà, ça c'est peut-être important pour le dire. Non, d'où tu vient parles l'accent. extrêmement bien français, mais comme ça. Mon mari il est français, donc j'ai pas trop le Français choix. ou francophone ? Non, français, oui, okay. breton. Donc voilà. Donc toi, tu viens de Flandre. Je suis née à Courtrai. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études là-bas. Après, j'ai déménagé à Gand. Après, j'ai déménagé à l'étranger, mais voilà. Et on est revenu. Donc, j'ai connu mon mari à l'étranger, à Dubaï. Où j'ai travaillé 4 ans comme hôtesse de l'air. Wow. J'avais besoin d'un changement de vie. Radical, oui. Et je voulais faire quelque chose à l'étranger, donc je me suis dit, je vais postuler pour Emirates. J'étais pris. Et 2 semaines après, j'étais partie à Dubaï et j'ai fait ça 4 ans. Ouais, c'était très, très chouette. J'ai vu le monde entier, donc ouais. Avant de parler de ton côté pro, je vais revenir un petit peu en arrière, sur... quelle éducation t'as reçue, toi ? Quelle valeur t'as reçue, enfant ? De toujours être respectueux avec les gens, de toujours être poli, mais toujours être respectueux. Je pense que mes parents, surtout ma maman, c'était très important pour elle. Je trouve que c'est une très belle valeur parce que c'est important. Je veux dire, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu le remercies. On traite toujours les gens autour de nous avec du respect. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'aide toujours aujourd'hui. Autre que ça, d'être gentil avec les gens, de persévérer aussi, de jamais never give up, je sais pas comment dire, on abandonne jamais ou même si c'est difficile. Ça c'est un peu les valeurs que j'ai eues, que j'ai retenues. Et que j'essaye aujourd'hui toujours d'appliquer. Des valeurs dans l'entrepreneuriat qu'on a besoin, c'était jamais abandonné. C'est vrai que c'est une valeur cruciale dans l'entrepreneuriat. Ton parcours scolaire était classique ? Oui, très classique. Très normal. Mes études haute école, c'était juste business management normal. Que j'ai un peu regretté après parce que finalement, j'allais jamais au cours et j'étudiais un peu le jour avant. Donc c'était un peu... J'ai pas dû me pousser. Oui, t'as toujours eu de facilité. Oui. Donc j'ai beaucoup travaillé pendant ce temps-là. Et mon père...
Aussi, à un certain moment, il a déménagé en Asie. Donc, j'étais beaucoup en Asie parce que bon, j'allais pas au cours et Pourquoi pas? je passais toujours moins de mes examens. Mais finalement, maintenant, j'aurais peut-être voulu faire quelque chose un peu plus challenging. Voilà, peut-être aller un peu plus loin dans le business ou voilà, peut-être faire une autre école après ou mais bon, voilà, c'est fait, j'étais jeune, j'avais pas envie d'aller à l'école et voilà. Le business, l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré? Ah oui, dès que j'étais toute petite. Tes parents sont entrepreneurs eux-mêmes? Mon père. Mon père a toujours été entrepreneur. Il a fait plein de choses. Il a eu plein de business, beaucoup dans la construction, entre autres, dans tout ce qui était le meubilaire, un peu design aussi, des choses comme ça. L'exportation en Asie, c'est pour ça qu'il était là. Mais oui, je sais pas, j'ai toujours eu ça dans le sang. J'ai toujours voulu, dès que j'étais jeune, je me suis toujours dit j'aimerais bien créer quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais voilà, j'aimerais bien soit créer quelque chose, soit voilà, faire quelque chose autre que juste aller travailler. On va y venir sur la bonne idée. Souvent, on cherche quand on veut entreprendre, on dit OK, entreprendre. On fantasme déjà l'entrepreneuriat et puis on se dit c'est quoi la bonne idée. Ouais. Mais on va y venir un peu plus tard. Ouais. Je rebobine encore un peu. Donc tu pars quoi? Tu fais des études d'hôtesse de l'air? Non. Non, en fait. Tu as fait donc business management, genre haute école. Après, je finis mes études. Je vais faire un premier job qui était assistante personnelle de quelqu'un, un boss d'une entreprise qui stockait de l'huile. Donc quelqu'un de self-made, en fait, une très belle position. Et une très chouette personne, une très chouette équipe, mais je me suis très vite sentie, voilà, même s'il y avait plein de challenges, etc., je me sentais emprisonnée parce que j'avais justement cette envie de peut-être entreprendre ou faire quelque chose de différent. Et là, j'étais dans un peu le train-train quotidien où je me suis dit, oh, est-ce que c'est ça? C'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Ouais. Et donc c'est là où voilà, après 1 an et demi, j'étais vraiment malheureuse et je me suis dit non, pour moi c'est pas possible. Je vais faire autre chose. Donc j'étais encore très jeune, là on parle de quoi? On a fini les études 24, 25. Ouais, 23, quelque chose comme ça. Et j'ai arrêté le job, j'ai commencé à travailler sur des événements, la restauration, un peu de tout, juste pour me donner le temps de savoir ce que je voulais faire. Et là, à un certain moment, je me suis dit, la Belgique fait tout le temps moche. J'arriverai pas à trouver ce que je veux en ce moment. Pourquoi j'irais pas à l'étranger? Au début, je me disais, je vais peut-être faire quelque chose en Asie parce que je connais très bien l'Asie. Mais après, je me suis dit, bon, un job qui peut m'offrir une possibilité d'aller à l'étranger avec un job qui est peut-être chouette et où on rencontre des gens et voilà. Je me suis dit, bah tiens, peut-être hôtesse de l'air. Et comme ça, je peux voir le monde et ça va me donner des idées pour de l'entrepreneuriat ou des idées de boîtes ou peut-être des trends dans le monde entier. Un peu voir c'est quoi les possibilités. Peut-être je veux pas monter une boîte ici, je vais la monter, je sais pas, aux États-Unis ou en Afrique. C'est vrai qu'avec l'exemple de ton papa qui a fait sa boîte notamment en Asie, c'est vrai que tu te dis tout est ouvert. Oui. Ouais, et j'ai beaucoup de familles à l'étranger, j'en ai à New York, au Brésil, en Suisse, ils sont un peu partout, sauf ils sont tous partis. Donc pour moi, bon, faire ça à l'étranger ou partir à l'étranger, c'est c'est pas un frein. Oui, non, et c'est quelque chose que j'aspire toujours. Si voilà, on a un plan avec l'entreprise, donc si elle est vendue, voilà. Et comme ça, j'ai fait 4 ans. C'était très chouette. J'ai vu le monde entier. C'est quoi la vie d'une hôtesse de l'air? C'est fatigant. Oui, ça doit être éreintant. En plus, tu arrives, tu vas à l'hôtel, Oui, en fait, c'est un peu un truc à double facette, je sais pas comment dire en français, mais d'un côté, on voit énormément de pays, on rencontre énormément de gens très intéressants. Travailler aussi, c'est toujours très chouette parce que, voilà, pendant un vol, on fait des blagues, les équipes sont chouettes, c'est une vibe très positive. Mais après, c'est très fatigant parce qu'on vole beaucoup la nuit, on se lève à 3 heures le matin, on arrive à midi, on doit dormir l'après-midi, c'est très fatigant. Mais
avec Emirates, ce qui est chouette, c'est la base, elle est quand même à Dubaï. C'est pas mal comme base. Il y a beaucoup de beach clubs, il y a beaucoup de restos. Et voilà, quand on est libre à Dubaï, c'est quand même assez chouette. Et autre que ça, moi, j'essayais de planifier un peu mes vols que quand j'étais quand en Europe il faisait beau, j'essayais d'avoir des vols en Europe. Quand il faisait pas beau en Europe, j'allais en Asie, où j'essayais de demander un peu les vols. Voilà, il y a un système comme ça où on peut demander des vols. Parfois tu les as, parfois tu les as pas, et tu te tapes un mois d'Inde. Mais je veux dire, voilà, ça fait partie du truc. Donc oui, c'était. Mais pour moi, c'était une expérience quand même assez chouette parce que j'étais jeune, j'étais libre. Je considère avec une vie de famille, ça doit être un peu plus compliqué. Oui, voilà, ça c'est pourquoi j'ai arrêté, parce que j'ai rencontré Adrien, mon mari. Histoire d'amour. Oui. Coup de foudre ou comment? Lors d'un vol? Non. Non, au Belgian Beer Café à Dubaï. Écoute, voilà. La Belgique est là. Donc voilà. Et je sais pas, on s'est rencontrés, ça a très bien matché. Comme ça, vous vous connaissiez pas via, c'était vraiment... Non, mais le truc c'est que à Dubaï, il y a beaucoup d'expats. Oui, c'est ça. Et on se réunit un peu dans certains endroits. Et une fois qu'on se rencontre, c'est beaucoup plus facile à parler avec quelqu'un. Oui. C'est pas comme ici où voilà, personne se parle. Là, tout le monde se parle. Et voilà, donc c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, de faire des amis aussi, même si beaucoup de gens n'habitent pas longtemps à Dubaï. Mais c'est une atmosphère complètement différente que ici, beaucoup plus sociable. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés. Et lui, il était là parce qu'il avait sa première entreprise là-bas. Et moi, j'étais là parce que j'étais hôtesse de l'air. Et voilà. Lui était entrepreneur déjà? Oui, il avait une première entreprise dans le design automobile. Ok. Et il avait basé là-bas pour différentes raisons, entre autres parce que son père habitait là-bas, etc. Mais il pensait déjà au fait, je vais peut-être la bouger en Belgique, parce que voilà, revenir en France, c'est pas très intéressant pour raison de taxes, etc. Seulement, ouais. Donc il s'est dit voilà, il a de la famille ici, pourquoi pas la bouger en Belgique. Et après, il rencontre une Belge, voilà. Bingo. C'était pas fait exprès, mais ça tombait bien. Oui, la vie est bien faite, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc, tu démissionnes de ce job d'hôtesse de l'air? Oui, parce que moi, je jouais déjà avec l'idée de démissionner. Ok. Et je me suis dit, allez, encore 1 an, et après, voilà, il est temps j'ai envie de faire autre chose, mais je savais pas encore quoi. J'étais déjà en train de penser de faire, de lancer un produit. Ouais. Donc à chaque fois que je faisais des vols, j'allais regarder les produits, qu'est-ce qui était à la mode, nanana. Et vu que j'ai rencontré Adrien, tout s'est accéléré et j'ai démissionné un peu plus tôt parce que je me suis dit bon, je voulais déjà démissionner, j'étais fatiguée, et aussi voilà, pour fonder une famille sur le long terme. C'est infaisable. Il y en a qui font hôtesse de l'air avec un enfant, mais oui, c'est très 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 dur. Donc c'était pas ce que moi je voulais sur le long terme. Et voilà, vu qu'on s'est rencontrés, et voilà. Oui, là on arrive fin de ta vingtaine. T'arrives à oui, comme ça. Oui, quelque chose comme un peu dans ça. Le temps. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Oui, 27, je pense, quelque chose comme ça, ouais. Pour toi, fonder une famille, être maman, c'était une évidence? Oui, oui, toujours été. Ok. Ouais. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Et plus qu'un, parce que moi, j'étais tout seul et je me suis dit, j'aimerais une grande famille. Ouais. Voilà. Donc, vous rentrez tous les deux en Belgique. Oui. Et c'est là que débute ton aventure entrepreneuriale, j'ai envie de dire, parce que lui était déjà entrepreneur. Pas directement. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on avait chacun notre appartement, je pense, au début. Non, c'était comment? Il est revenu et moi, j'ai encore dû faire quelques mois à Dubaï parce que je pouvais pas arrêter comme ça d'un jour à l'autre. J'avais aussi mon appartement là-bas, etc. Donc, j'ai un peu clôturé ma vie là-bas. Je suis revenue en Belgique et il avait son appartement, donc moi je passais presque tout mon temps là-bas.
J'ai quand même repris un appartement. Ah non, oui, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis revenue, j'avais un peu de réserve, mais est-ce que je lance quelque chose? Est-ce que je... Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste reprendre un job et je verrai un peu pour quand même avoir une entrée d'argent. Sûr. Et je me suis dit comme ça, petit à petit, je vais prendre quelque chose qui n'est pas un job où je dois travailler jusqu'à 10 heures le soir, mais quelque chose qui est raisonnable, qui me donne quand même encore de l'espace après ou avant ou pendant les week-ends pour travailler sur un projet. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris un job normal, admin, opérationnel, un peu social media. Bon, ça allait très bien. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler avec une coach pour un peu... Pour ton développement personnel. Oui, et pour un développement aussi, où est-ce que je vais? J'ai toujours eu un peu de mal, comme tu dis, pour trouver le produit, qu'est-ce que je vais faire? C'est commun, hein, c'est commun, oui. cette problématique de... On a envie d'entreprendre, mais par où on commence? Entreprendre quoi? Qu'est-ce qui n'existe pas déjà? Oui. Enfin, trouver de l'idée. Et donc, cette coach, ce travail avec une coach, ça t'a aidé? Ça m'a aidé personnellement pour avoir moins peur. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ce qui me retenait, c'était juste de la peur. Parce que des idées, il y en a toujours. Des solutions à des problèmes, il y en a toujours. Et on n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude. On peut juste lancer un produit, le rendre un peu différent, le rendre un peu mieux, faire un marketing différent. Voilà. Il y a tellement de marques qui vendent la même chose, mais qu'on a l'impression que c'est un autre produit. Bien sûr. Donc, beaucoup dépend de ça aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser, parce que mon mari, il a fait des études de médecin, et après, il a encore fait des études d'ingénieur, donc il est parti dans l'ingénierie automobile, ouais, enfin, longue histoire. Mais lui, de son côté, il était aussi en train de lancer une deuxième idée avec des compléments alimentaires. Et moi, je me suis dit, moi, je suis très fan de tout ce qui est produits de beauté, des crèmes, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas de marque qui ont des crèmes, mais qui combinent ça à des compléments. Parce qu'en fait, c'est bien de prendre soin de sa peau de l'extérieur, mais si on prend pas soin de l'intérieur, bon, les effets, on les a pas à 100%. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à faire un business plan, etc., une préparation pour lancer une marque qui vendait, en fait, je voulais faire des packs où tu avais les compléments et la crème pendant 1 mois, et voilà, et ça combinait les deux. Et je suis allée très loin je suis allée très bien jusqu'au premier prototype, jusqu'au une Quand boîte même. qui faisait le développement, jusqu'au essayer d'avoir de levée de fonds, etc. Et entre-temps, mon mari, donc Adrien, il était aussi en train de développer à fond l'idée de Supplémint, qui a commencé totalement différent, et qui commençait quand même, il commençait à avoir des investisseurs, des gens qui étaient intéressés, et c'est là où on s'est dit, bon, Supplémint, ça sent bon. On aime les compléments alimentaires tous les deux. On va faire ça ensemble. Et donc, moi, j'ai stoppé le projet beauté, compléments alimentaires qu'un jour, j'espère refaire, parce que maintenant, j'ai tellement de connaissances. C'est ça, sur papier, c'est une bonne idée, je trouve. Oh bah oui, je trouve aussi. Ouais. Pourtant, il y a une marque aux États-Unis qui achète ça, qui cartonne. Mais non, c'est bon signe. Ouais, tout à fait. Mais oui, on verra bien où la vie nous apporte. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a commencé Allez, on a tous les deux fait l'histoire de Supplémint. Comment qu'est-ce que c'est entreprendre avec son mari? Ça doit être particulier. Parce que on parle business matin au soir. Oui, je pense que pour nous, ça marche bien parce qu'on aime bien être ensemble et parce que on est très complémentaires dans le business et on a le même mindset. On est vraiment des gens qui prennent les choses en main et vont trouver les solutions. On a le même but. On veut construire la boîte. On a différentes étapes qu'on veut suivre aussi dans la vie, etc. Donc, on sait que on se bat pour le même but. Et vu qu'on est très complémentaires dans la boîte, on a vraiment des autres tâches. Donc on se mêle pas trop. Voilà, vous interférez pas. Voilà, et on sait l'un de l'autre s'il fait quelque chose, si Adrien il fait quelque chose, moi je sais que ça va être bien fait. J'ai pas besoin de contrôler, je lui fais 100% confiance et lui il a la même chose avec moi. Donc ça matche très bien. Mais c'est vrai que voilà, quand on est à la maison, on parle beaucoup du business.
C'est vrai que quand on est fatigué, hier on voulait faire des vidéos, normalement ça se passe très bien. Là on était fatigué, on était en train de s'engueuler devant devant la caméraman parce que on était tellement au bout, parce que voilà, on a tellement de stress derrière. Il y a des moments aussi comme ça. Mais bon, après moi je dis, s'il y a des frictions entre nous, c'est moins grave qu'avec un vrai cofondateur quelque part, parce que après on est très fort en communication et dit allez, je suis désolée, moi aussi, je suis fatiguée, ouais, moi aussi, et voilà, comme un couple. Je pense avec un cofondateur, je sais pas, mais ça peut être un peu plus, il y a peut-être plus de friction parfois. Mais oui, c'est beaucoup boulot, et on est tout le temps ensemble presque, donc faut aimer ça. Ouais. Tu peux nous décrire Supplémint en quelques phrases? Oui, Supplémint, c'est une entreprise ou un laboratoire qui vend des compléments alimentaires, mais pas juste des compléments alimentaires. En fait, on vend des cures. Donc, c'est des cures toutes faites avec plusieurs compléments dedans, et c'est tourné vers des problématiques modernes comme le sommeil, la fatigue. On vit vraiment dans l'époque de la fatigue, donc l'énergie, aussi l'immunité, l'intestin. Voilà, on a 23 cures, et dans chaque cure, il y a plusieurs compléments. Par exemple, dans la cure énergie, on a 4 par jour. Et donc, quand on ouvre, il y a 4 sachets, et pendant 30 jours, vous avez votre 4 compléments à prendre le matin, spécialement tournés vers l'énergie. Et en fait, on travaille avec énormément d'experts derrière, donc des médecins, des nutritionnistes, des pharmaciens, des biologistes, parce qu'on a vraiment voulu offrir de la qualité, parce qu'il y a beaucoup de white labeling, il y a beaucoup de marques qui sont très marketing, mais peut-être pas vraiment. Voilà, la qualité n'est pas vraiment ça. Et nous, on a voulu éviter ça, parce qu'on a voulu que si quelqu'un prend notre cure, il revient. Et ça, on l'obtient, parce que plus que 50% des gens qui achètent quelque chose chez nous, ils rachètent parce qu'ils se sentent bien. Mais donc, on court des cures de compléments alimentaires, toutes faites, clés en main. Ouais, c'est génial. Moi, je suis adepte, même un peu trop accro. Je suis du genre à me faire des prises de sang trop souvent. Bon, on peut pas faire trop souvent, je pense. J'en fais tout le temps. J'adore voir mes résultats et j'adore me supplémenter, me complémenter. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours, dans ma famille, on a toujours mis en avant le fait de pas avoir de carence avant de prendre des médicaments. On va d'abord regarder, est-ce qu'on a des carences? Fer, magnésium, tout ça, vitamine A, vitamine C, vitamine D. Et, mais pour vous, quel est, je veux dire, votre persona ou le client à qui vous parlez? En général, c'est des femmes. Oui. Mais les femmes achètent pour leur mari. Mon mari me vole mes cures. C'est vrai. Ils achètent aussi pour leur mari, oui, parce que j'en ai beaucoup au téléphone. Oui, mais en fait, j'appelle pour mon mari. J'ai donné aussi à mon mari, il est trop content, donc je vais acheter 2 cures maintenant. Oui. Mais en général, des femmes plus que 40-45 ans qui sont fatiguées. C'est vraiment un peu la problématique, je pense, de l'époque. Les gens sont fatigués. À cause de différentes raisons, parce que notre nourriture est complètement différente. La nourriture que on mange maintenant, elle contient beaucoup moins de vitamines, minéraux que celle de nos grands-parents, par exemple. On a des sols qui sont complètement travaillés avec des pesticides. On a beaucoup moins de temps, donc on mange beaucoup plus de trucs vite et des choses transformées. Donc ça, c'est une grande raison. Après, il y a beaucoup de stress. Et je pense, voilà, quand t'es maman, t'as des enfants, t'as ton boulot, t'as la maison, etc. C'est beaucoup de choses à prendre sur soi. Donc en fait, dès le matin, dès qu'on se lève, on court jusqu'au soir. Et pas seulement les femmes, je pense que tout le monde. On vit vraiment dans une société où on est presque obligé de tout le temps faire quelque chose. Donc c'est rare de prendre un peu de temps pour soi et de dire, OK, je vais rééquilibrer un peu mon énergie. Et voilà. Donc les gens sont stressés, les gens ne dorment pas. Ça c'est, voilà, à cause du stress, à cause de la nourriture. On mange beaucoup de protéines le soir. Les protéines, ça réveille, par exemple. Mais bon, les gens, ils n'ont pas le temps vraiment de manger. Ni la connaissance. Ni la connaissance. Ils regardent leurs écrans avant de dormir, etc. C'est toujours des choses qui sont contre-productives pour la production de la mélatonine. Donc,
voilà, la clientèle qu'on a, c'est des gens qui sont fatigués pour différentes raisons. Mais c'est aussi des gens ou des femmes qui se disent, OK, il y a des hommes aussi, hein. Je veux dire, j'ai des clients hommes, hein, mais la plupart de ma clientèle, c'est des femmes. Mais c'est des femmes qui se sont conscientes et qui disent, en fait, moi, je veux plus être dans cette situation, je veux faire quelque chose, et qui vont aller regarder c'est quoi les solutions, qui vont peut-être aller changer leur alimentation, qui vont aller faire du sport, qui essayent vraiment de trouver des solutions et qui tombent en effet sur des compléments alimentaires pour essayer de être dans le préventif plutôt que le curatif. Mais le grand problème qu'on a aujourd'hui avec l'achat de compléments alimentaires en ligne ou en général, c'est qu'il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations et il y a beaucoup d'informations qui n'est pas vraiment la bonne. Donc les questions qu'on a, c'est que qu'est-ce que je dois prendre pour ma problématique? Donc c'est pour ça que nous, on a dit, OK, on va juste appeler nos cures la problématique. Donc comme ça, si t'es tout le temps malade, tu sais, OK, je vais me tourner vers l'immunité. Si t'es fatigué, tu te tournes plutôt vers l'énergie. Si on dort pas bien, c'est sommeil. Donc on essaye vraiment de clarifier ça le plus possible. Et aussi, parce que j'ai beaucoup comme question, je combine quoi? Moi, je sais par exemple que je dois prendre... C'est vrai. Si je veux plus d'énergie, peut-être, je sais pas, du magnésium, mais est-ce que je peux le combiner avec de la vitamine C? Et quel type de magnésium? Parce qu'il y en a 14, tu vois, ou il y en a plus. Donc, c'est très difficile pour les gens de savoir quoi combiner avec quoi. Et c'est pour ça qu'on a dit, en fait, il y a aucune marque qui combine. On va faire ça. Et comme ça, on évite de... Voilà. Avant que moi, je prenais des cures, j'allais à la pharmacie, j'achetais un pot de vitamine D de 30, j'avais un pot de vitamine C de 60, mon magnésium, c'était pour 3 mois. Et bon, quand le vitamine D était fini, j'avais pas le temps d'aller à la pharmacie, donc je prenais mes autres trucs sans la vitamine D. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Moi, je fais ça, vraiment. Voilà. Et charge mentale, on en parle parce que... Oui, voilà, on a que ça à faire aussi. Oui, vraiment. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée dans le cas récemment aussi. Je dis, OK, je veux me supplémenter. Par quoi je commence? Quelle marque mettre en avant? Et ça, là, c'est une solution un peu clé sur... Tu prends ça, t'es complet, donc tu ne dois plus poser de questions. Non. Ça soulage beaucoup, je trouve. Oui, c'est une facilité. Et ça répond à un vrai problème. Oui, exactement. Et c'est aussi des compléments, on n'a pas mis n'importe quoi. On a vraiment travaillé, on a toute une équipe tous les lundis. Un médecin reconnu aussi. Oui, un médecin, entre autres le docteur Isimant, qui est très connu dans la micronutrition. Et dans ça, avec lui à la tête de notre équipe d'experts. Et tous les lundis, ils se rassemblent et ils se disent, OK, parce que nous, on leur donne des thématiques, on se base un peu sur les questions qu'on reçoit de notre clientèle, ou voilà, ou si on demande un peu à monsieur tout le monde, c'est quoi tes problèmes, on leur donne la problématique et c'est eux qui vont se pencher tous les lundis pour dire, OK, c'est quoi les études scientifiques, c'est quoi notre expérience, c'est quoi ce qui marche, qu'est-ce qu'on pourrait combiner avec quoi pour avoir vraiment la synergie optimale et une qualité aussi exceptionnelle, parce que nous, on va pas, on travaille voilà, on a en partie dans un laboratoire au Luxembourg, et en fait, ce qu'on fait, pour donner un exemple, si on a besoin d'huile d'olive, on va pas prendre d'huile d'olive industrielle, etc. On va vraiment aller chercher le mec qui fait les olives en Espagne c'est un peu exagéré, mais qui donne vraiment une huile qui est de qualité, parce qu'on sait qu'avec ça, on va avoir un effet dans le corps qui est meilleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens qui se sentent mieux. Donc, votre matière première même est travaillée et cherchée. Est très cherchée. Oui, je pense que c'est la base d'un bon produit. Et ça fait que, voilà, on a des gens, ils prennent la cure, mais ils se disent, waouh, j'ai jamais senti ça. Ça marche. Je dis, oui, mais bon, on fait notre mieux pour que, voilà, le nombre de gens que j'ai en ligne, parce que tous les jours, parce que moi, entre autres, le service après-vente, c'est moi qui le gère avec une équipe. Donc, le nombre de fois qu'on a des gens qui nous appellent pour nous remercier, pour dire, oh, c'est incroyable, et j'étais fatiguée, maintenant je fais tellement mieux.
Et mon docteur me disait que j'étais fou et que c'était dans ma tête. Mais non, en fait, c'était juste son intestin qui allait pas bien. On a résolu le problème et maintenant ça va mieux. Mais parce que si ce qu'on donne, c'est de la qualité, ça marche. C'est ça qui vous différencie vraiment de d'autres marques, parce qu'il y en a tellement maintenant des marques de compléments. Enfin, surtout aux États-Unis, ça fait un gros boom. Oui, même en Europe. Hein. Oui, même en Europe. On est encore des bébés par rapport aux États-Unis, mais je pense, oui, la qualité, c'est une des choses, certainement. Aussi le fait qu'on combine les compléments et qu'on évite aux gens d'acheter plein de compléments ensemble. Et autre que ça, que il y a quelque part une facilité de choisir, mais aussi un très bon suivi. On a la possibilité de prendre rendez-vous avec une nutri si on ne sait pas, de nous appeler à tout moment. On essaye vraiment de faire aussi un peu un suivi, que les gens ils nous rappellent après un mois, par exemple, pour dire comment ça se passe, si on peut peut-être voir si on ne doit pas adapter. Voilà, on donne plus que juste le produit, hop, on l'a vendu. Et un vrai service, une vraie expérience, en fait. Oui, voilà. De A à Z, on est suivi et on est guidé. Ça, on essaye pour les gens qui l'ont besoin. On essaye d'offrir quand même une possibilité de toujours être là, de nous appeler. On a maintenant mis en place une collaboration. Pas facile à dire. Collaboration avec une nutritionniste qui peut en effet aller suivre de plus en plus de gens. Et je trouve que ça aide parce que c'est vrai qu'on peut peut-être on peut peut-être commencer avec une cure intestin parce que notre intestin, il est en déséquilibre. Après un mois, ça va mieux. À ce moment-là, on peut peut-être switcher à une cure énergie pour booster l'énergie parce que l'intestin, il est rééquilibré, il va mieux. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent ça de eux-mêmes, mais il y a quand même aussi des gens qui ont besoin d'un certain suivi et on veut juste être là pour l'offrir si besoin. Je vois aussi sur le site, on parle de maman allaitante, de fertilité. Oui, c'est aussi quelque chose que vous développez. On a lancé en fait avec ces 2 cures-là, avec l'idée parce qu'on a lancé avec 6 cures, donc c'était tout petit. Mais entre autres conception et allaitement parce que on sait que c'est quelque chose qui grandit quand même. Il y a de plus en plus de femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, qui cherchent quand même des compléments. Tout à fait. Vu que c'est fatigant. Ça prend beaucoup d'énergie. J'ai eu 2 allaitements longs, c'était éreintant. Voilà. Et on s'était dit, au début, on s'était dit, on va pouvoir s'axer là-dessus. Mais en fait, on a vu que pour nous, notre truc, c'était vraiment la fatigue. On avait beaucoup plus de gens qui étaient axés là-dessus, donc on a choisi ça. Mais on les vend toujours aujourd'hui, conception allaitement, et c'est des cures qu'on met moins d'efforts dedans en termes de marketing, mais c'est quand même des cures qui se vendent régulièrement sans faire quelque part un effort ou sans communiquer dessus. Et on a des super retours. Déjà, les cures d'allaitement, par exemple, c'est des cures qui sont pas seulement très bien pour le bébé, mais aussi pour la maman. Parce que la maman, quand elle allaite, elle est complètement carencée parce que le bébé, il tire. Déjà, elle vient de faire une grossesse. Elle vient de faire une grossesse, ça prend énormément de vitamines, de minéraux, d'énergie générale parce qu'on construit quand même un humain. Donc, ça fait que beaucoup de mamans, après la naissance, sont carencées. Et dans la cure allaitement, on a vraiment essayé aussi de travailler tout ce qu'il faut pour la maman. Par exemple, beaucoup d'oméga 3. Beaucoup de mamans sont carencées en oméga 3 et ça crée les baby blues, le postpartum, etc. Entre autres, il y a plein de choses qu'on a essayé de mettre dedans. Mais c'est une cure qui est très, très complète. Et beaucoup de femmes qui allaitent, qui la prennent, ont quand même plus d'énergie, se sentent mieux dans leur peau. Et voilà, c'est super chouette. Depuis la création de ta boîte, enfin de votre boîte, est-ce que tu as eu des points... Enfin, de votre, je veux dire, de ton mari et toi. Ah oui, ok. Depuis la création de ta boîte, est-ce que tu as connu des points un peu bloquants, des difficultés que tu as rencontrées ? Oui, je pense que trouver de l'argent. Vous avez levé des fonds ?
On a levé les fonds au début Love Money ou non, au début non. Au début, on a investi une grande partie nous-mêmes. Oh. Après, moi j'ai continué à travailler pendant un peu de temps, comme ça on n'avait pas le salaire à prendre déjà, donc et on a fait les levées de fonds au début avec des gens autour de nous qu'on connaissait, un peu family and friends, voilà. Et petit à petit, on a grandi et on a fait le choix personnel de pas acheter une maison, de pas aller 50 fois en vacances, d'avoir un style de vie un peu moins que les autres pour justement pouvoir investir le plus possible dans notre boîte. Donc, on a beaucoup bootstrappé. Jusqu'à un certain moment, on a fait une levée de fonds, on a fait rentrer un investisseur parce qu'on avait déjà grandi, on avait besoin de fonds pour grandir encore plus, pour sortir plus de produits, pour attaquer plus de marchés, avoir plus de marketing, etc. Parce que le marketing, pour un e-commerce, c'est extrêmement cher. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement, voilà, on doit faire des ads, des tig, des ni, nana. Donc, voilà, ça coûte une blinde. Et certainement au début, quand on se construit une entreprise, ça bouffe de l'argent. Je veux dire, il y a tellement de choses à mettre en place qu'il y a beaucoup plus de choses à payer que de rentrer. Voilà, même si dès le début et dès notre lancement, on a quand même eu déjà, au début de la première année, non, mais je veux dire, on a quand même grandi vite. On a bien vendu justement parce que on a eu cette chance que les gens y revenaient pour le produit. Mais c'est vrai que trouver de l'argent, il y a un stress financier constant. Parce que même si on fait de levée de fonds, il y a toujours des trucs qui sont pas prévus. Il y a toujours on prévoit des ventes où il n'y a pas de vente, ou je sais pas, il y a toujours des choses imprévues qu'on doit payer. On se dit merde. Ok, maintenant on va retrouver de l'argent, ou faut couper des coûts, ou voilà. Donc je trouve que le fonctionner avec un stress financier constant, c'est quelque chose qu'on apprend. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on est habitué. Voilà. Si besoin, on prend la voiture, ou voilà, il y a toujours une solution. Mais c'est quand même, on n'a pas de plan B. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, quand on est entrepreneur, on doit s'habituer à être sous pression tout le temps. Ce que nous, on a remarqué, Adrien et moi, c'est que quand on construit une boîte, on fait que résoudre des problèmes. Donc, il faut vraiment être une personne qui arrive à manager des problèmes tout le temps. Mais il y a tout le temps des trucs. Tu te dis, merde. Ok, allez. Et on a des listes comme ça de to-do. Et moi, franchement, j'arrive au bureau, si je fais 4 trucs de ma liste de to-do, c'est beaucoup. Parce qu'entre-temps, il y a quelqu'un à mon bureau qui dit, il y a un problème avec le packaging, ou ça s'est passé, ou faut qu'on résout ça, ou il y a un problème sur le site, ok, stop tout, on a trouvé la solution, ou, je sais pas, on doit faire un call avec quelqu'un, on doit le préparer, Il y a toujours des trucs à préparer, à résoudre, et au début, on n'avait pas pensé ça. On n'avait pas compris qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Et donc, il faut vraiment être fort et il faut jamais abandonner. Je pense c'est le conseil que tu donnerais, si on oui. prend un conseil? Faut jamais abandonner. Okay. Ouais. Je pense que être entrepreneur, oui, c'est logique qu'on doit avoir une intelligence quelque part, on doit avoir certaines skills quelque part, mais je pense que le plus important, c'est de jamais abandonner. C'est jamais, jamais, jamais abandonner. Même si c'est difficile, même si on doit repartir de zéro, même si parce qu'il faut, beaucoup de fois, on doit tout abandonner, on doit recommencer, il y a un produit qui a tourné, je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais il faut jamais abandonner. Jamais, jamais. Et le plus qu'on continue, le plus que la marque, elle est connue, le plus que voilà. Mais oui, je pense que les grands entrepreneurs dans le monde, ils ont tous été dans la merde mais ils n'ont pas abandonné. Pour toi, tout le monde est fait pour être entrepreneur? Non. Si on n'est pas assez fort, en fait, je pense que non, il faut vraiment être fort. Il faut vraiment pouvoir vivre avec une insécurité constante.
constante. Dès le matin jusqu'au soir, soit c'est financière, soit c'est les produits on peut pas les livrer parce qu'il y a un problème de matières premières, soit donc il y a 1000 personnes qui attendent leur cure, abonnement qui normalement tombe tous les mois. Je veux dire ça c'est voilà, je sais pas il y a un problème de matières premières donc voilà maintenant on peut plus livrer un truc qui est dans l'énergie notre best-seller. Il y a Shopify qui a un bug, notre site est à plat, il y a plein de choses comme ça. Donc, je pense que il faut déjà une certaine rigueur, certaine force en soi pour pouvoir gérer ça. Ça s'apprend, mais je pense que si de base on est peureux, voilà, et où on gère pas bien le stress, voilà. Quelles sont, toi, tes astuces pour gérer ce stress? Sport. Beaucoup le disent. Sport, beaucoup de sport. Maintenant, un peu moins avec la grossesse, mais allez, je dois trouver un autre sport parce que normalement, je vais courir. C'est un moment pour toi? Tu prends le temps presque quotidiennement ou régulièrement? En fait, ce que je fais, c'est que je me lève très tôt. Parce que dans la journée, j'ai pas le temps. Le soir, je suis épuisée parce que j'ai résolu tellement de soucis et fait tellement de meetings et j'aime bien, mais le soir, j'ai plus envie d'aller faire du sport. Donc, en fait, moi, je me lève très tôt parce que ça marche pour moi. Je suis une personne du matin. Je me lève à, je sais pas, 5h ou. Pareil. Voilà. 7h40. Voilà. Et je vais aller courir et je reviens, je prends ma douche et hop, les enfants se lèvent, les bibis, blablabla. Mais beaucoup de fois, je vais pas aller travailler dans ce cas-là jusqu'à 10h le soir. Je suis que humain. Donc, si je me lève très tôt, je vais pas non plus aller me pousser pour travailler hyper tard. Mais oui, le sport. Une journée type pour toi, c'est le sport d'abord, tu manges après, et puis tu commences ta journée. Tu n'ouvres pas tes mails, je veux dire, avant de commencer ton sport? Non, okay. J'essaye. Parce que si je les ouvre, je vais pas aller courir. Mais bon, parce que je tombe sur un problème, je dis merde. Ouais. Ok, je dois le résoudre avant. Donc non, ce que j'aime bien à courir tout le matin, c'est que le monde n'est pas encore vraiment réveillé. Donc c'est pas très grave si on lit pas encore nos emails. Je prépare le soir, je prépare juste mes fringues. J'essaie quand même de manger quelque chose, pas un grand repas, mais juste quelque chose parce que je fais voilà quand même régulièrement 10 kilomètres ou un peu plus, donc voilà, que j'ai un peu d'énergie. Et après, je mets ma musique et je vais courir. Et quand je reviens, je mange. Moi, ça, j'essaie aussi de préparer en avance. Donc, ça peut être des œufs durs que je prépare en avance, du bacon, on peut préparer en avance, ou soit des sardines en canette comme ça, qu'on ouvre comme ça, voilà. Une source de protéines. Oui, j'essaie de manger très protéiné le matin parce que justement ça active plein de processus durant la journée dans le corps et ça des protéines, ça crée de l'énergie. C'est pour ça si on mange des protéines le soir, on dort moins bien. Et certainement après le sport, c'est quand même très bien pour récupérer. Voilà, en général, c'est très bien en général pour les hormones, les processus dans le corps, etc. Donc j'essaye. Je dis pas que ça, j'arrive toujours. Comme tout le monde, j'ai aussi des jours où je suis fatiguée, genre j'ai pas envie, je bois juste un café pour aller vite ou voilà. Et après, c'est douche, mais tout en vite, hein. Douche, gosse, Adrien, il les apporte à la crèche. Moi, je vais au bureau, je commence à travailler, et voilà. En 2, c'est 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, et voilà. Oui, et c'est fini, et ça va très vite, ouais. Mais c'est le seul moment que moi, je trouve le matin pour faire du sport. Si je fais pas ça, je le fais pas. Tu vas jamais retourner dans le salariat? Non. A priori. Non. Non. Une fois que tu goûtes. Pour moi, c'est la prison. Pour moi, personnellement, je peux comprendre que pour plein de gens, c'est chouette parce que le matin, t'arrives, voilà. Quelque part, oui, t'as un stress de ton job, mais voilà. T'as une sécurité quand même. T'as une sécurité, t'as ton job, voilà. Pas pour tout le monde. En général, voilà. Donc, je comprends très bien. C'est super quand t'as une famille. Bon, ça dépend du job aussi. Pour nous, en ce moment, on fait notre rêve et il y a des gens qui nous aident. Notre équipe, ils travaillent pour notre rêve. On travaille pas pour un rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est une grande différence. Et c'est super chouette. Même si c'est stressant, même si c'est hyper fatigant, même si, qu'est-ce que j'ai pleuré déjà pour cette boîte. Mais tous les jours, je me lève, c'est avec plaisir que je vais travailler. Parce que c'est quelque chose que nous, on construit. Donc, oui. T'en parles avec passion.
Ouais, donc nous, non, on va pas retourner dans l'entrepreneuriat. Nous, on va pas retourner dans travailler pour une boîte. Par contre, voilà, moi, je comprends parfaitement l'idée d'un job fixe et voilà, qui peut être super chouette aussi, hein, challenging. Alors, pour parler un peu de ton côté perso, Ok. donc tu nous as dit que la vie de famille, enfin être mère pour toi, c'était super important, c'était une évidence. Oui. Tu peux nous parler un peu de ta première grossesse? Oui, en fait, c'était une grossesse, quand j'avais 30 ans, on a décidé, allez, on va le faire, on va avoir des enfants, la grande décision. Et donc, on a essayé pendant 1 an et on a remarqué que ça ne marchait pas. Donc, on s'est dit, OK, on va faire quelques tests et on a les tests montraient qu'on devait passer par PMA. Donc, on est passé par tout un processus de PMA pendant environ 1 an et demi, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Donc des piqûres tous les jours, c'est très émotionnel, hein, un circuit PMA, parce qu'il y a énormément de hormones. Donc tu te sens vraiment pas bien dans ta peau, t'as beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup plus émotionnel. Je me souviens que un jour je regardais une publicité de, je sais pas, un adoucissant, un truc dans le genre, avec un petit chien. J'ai commencé à pleurer, juste pour t'expliquer comment j'étais sous hormones, quoi. Ton mari a dû Et il y a beaucoup de déceptions parce qu'on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Jusqu'à un certain moment, finalement, on en a remis 2. Et ils ont tous les 2 pris. Et donc, on a eu des jumeaux. Donc, j'ai une grossesse gémellaire qui, en soi, s'est très bien passée, sans problème. Même pour avoir 2 bébés, j'avais pas un grand ventre, tout était normal. Jusqu'à la fin où j'ai malheureusement commencé à faire une préclampsie. Donc ça, c'était un moment traumatisant. C'était à quel mois, quelle semaine là? 35 semaines. Bon, ouais. Donc viable, pour des jumeaux pas mal. Oui, c'est tard une pour des jumeaux. Oui. Mais en fait, je me souviens, on allait faire une écho et ma belle-mère était chez nous. Elle a aussi un background médical. Et ensemble avec mon mari, avec Adrien, ils avaient vu que mes pieds ce jour-là commençaient à être un peu bleus. J'étais très gonflée, mais bon, il faisait 35 degrés, j'étais enceinte les dernières semaines, voilà. Et par hasard, ce jour-là, on avait une écho de suivi et on l'a dit à ce médecin-là. Et le médecin, directement, il a tilté, il m'a envoyé pour une prise de sang. Et c'était à Braine-l'Alleud, donc c'est à 15 minutes de où on habite. On arrive à la maison, j'ai le gynéco qui m'appelle, qui dit « Oui, bon, vous êtes en train de faire une préclampsie, on va vous mettre en monitoring. » Mais elle disait ça plutôt gentil, tu vois. Donc moi, je me suis dit « Bon, ok, on verra. Mais prenez quand même votre sac, on sait jamais. » Heureusement que ma belle-mère et moi, on l'avait fait. Déjà, le sac. Donc bon, nous on part à l'hôpital, ils me mettent en monitoring et je pense que même pas 1 heure après, ils étaient en train de faire une césarienne d'urgence parce que tout mon corps était en train de lâcher. C'est vraiment, j'étais en train de mourir, quoi. Et c'est pas très grave la préclampsie. Oui, et en fait, ce que j'ai fait, ils ont sorti les bébés. En fait, ils étaient pas prêts. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une injection pour développer très vite les poumons. Voilà. Et chez un, ça a marché, mais chez l'autre pas. Donc, il est sorti, il ne respirait pas. Bon, très chouette. Dans la salle, il y avait, je pense, 25 personnes, des docteurs, des pédiatres. C'était incroyable. C'était vraiment, déjà pour une naissance de jumeaux, il y a plus de personnes, mais là, c'était vraiment impressionnant, quoi. Mais c'était une équipe extraordinaire parce que pas un seul moment, j'ai eu l'impression que tout le monde était stressé. Mon mari, il le savait parce qu'il est médecin de base. Donc, ils savaient que tout le monde était très stressé, mais ils ont fait ça tellement bien pour pas me stresser, pour que je reste relax et que ma pression sanguine n'allait pas encore plus haut, parce que c'est ça qui est dangereux. Donc, en soit, l'opération s'est bien passée, mais après, il y a quelque chose voilà, parfois en général, la préclampsie s'arrête une fois que le bébé sort. Dans certains cas, la préclampsie s'aggrave et c'est ça que j'ai eu.
Et donc mon corps a lâché, en fait mes reins ont lâché, mon foie a lâché. Donc je suis restée pendant 10 jours aux soins intensifs. Mes enfants en néonates, donc pendant 10 jours on s'est pas vu ou presque pas. Ouais, c'était pas très chouette. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Et même les premiers jours, moi, j'ai pas vu un des bébés parce qu'il était sous respiration. Et après, je sais pas qui est cette personne, mais je la remercie toujours parce qu'il y a une infirmière pédiatrique qui est venue une fois que le masque il était sorti au milieu de la nuit. Elle est venue me montrer mon bébé. C'était incroyable. Je l'avais jamais vu. Donc, mais oui, finalement, je suis sortie de ce truc parce que voilà, les soins intensifs, c'est très intense. On dort pas, il y a voilà, c'était pas une période très chouette. Mais je suis sortie. Mais après, on a encore dû rester pas mal de temps dans la maternité normale parce que voilà, ils étaient pas prêts en fait, ils étaient trop petits. Ils étaient tout petits. C'est des petits bébés? Des tout petits bébés. 35 semaines? Oui, ils étaient 1,7 kg et 2,1 kg, quelque chose comme ça, 42 et 45 centimètres. Maintenant, ils sont grands, ils sont énormes. Donc, tout va bien, ils ont bien récupéré. Mais voilà, on est resté encore très longtemps à la maternité et moi, j'étais épuisée parce que quand on vient de déjà une grossesse et une naissance, c'est fatigant. En plus. Mais les soins intensifs, Oui. il y a des ping, 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 ding, 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 Ouais, ding, 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 les docteurs qui rentrent tout le temps, donc on dort pas. Donc je suis arrivée à la maternité, j'ai dit je vais dormir un peu, je pense que j'ai dormi pendant 8 heures. Et bon, finalement, on est sorti de la maternité, je pense après un mois, on est arrivé à la maison. Et là, malheureusement, voilà, moi j'étais tellement épuisée que j'ai fait un gros postpartum de fatigue, en fait, d'épuisement. Mon corps, il avait tout donné. Et ça m'a pris quand même, donc je me sentais très malheureuse. J'avais 2 bébés que je devais prendre. J'étais content que j'avais des enfants, mais je devais prendre soin d'eux, comme moi, j'avais plus de jus. On avait la boîte qui, pour une raison ou une autre, en fait, nous, on s'était dit, on va pas faire trop de marketing. Comme ça, les premiers 3 mois, on a un tout petit peu plus de calme et on peut se focaliser un peu sur retrouver une structure, etc. Au début, on était encore avec 2, on n'avait aucune aide à ce moment-là. Oui, c'était encore il y a 2 ans, donc c'était encore le début. Et le jour où il s'en est, on a eu je sais pas combien de commandes. On n'avait pas fait de pub, rien du tout. Donc, je sais pas si c'est un signe de l'univers, je sais pas quoi. Mais donc, dès ce jour-là, on a commencé à vendre beaucoup plus, mais on n'avait pas prévu. On n'avait pas de personnel. On n'était pas encore à ce point-là. Donc, c'était pas prévu aussi que moi, j'allais déjà 35, partir à 35. C'est normalement encore un bon mois, en fait. Bah oui. Donc, en fait, Adrien a dû se focaliser sur la boîte. Il a dû faire tout seul, mais donc, il pouvait pas aider. Moi, j'ai dû gérer beaucoup de choses à la maison avec les 2 petits choux. J'étais épuisée. Lui, il était épuisé parce qu'à cause de la boîte et les nuits, voilà, avec le nouveau nuit, lui aussi, il fait les nuits. Hein. Heureusement, ma belle-maman, elle est restée très longtemps avec nous et elle aidait avec les bébés, elle allait faire les colis, suppléments. C'est incroyable. Je la remercie encore aujourd'hui. Mais heureusement qu'elle était là. Oh. Ah oui, mais on a beaucoup de chance. Et après, ma maman, elle est venue aider, etc. Mais c'est vrai que tout le début de quand ils étaient nés, moi, j'avais pas l'impression, je sais pas, oh waouh, je suis amoureux, je suis trop content. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et déjà, il y a tellement de changements avec un bébé dans la vie, et tout d'un coup, tu te rends compte que oh merde, je suis plus libre. Voilà. Déchanté un peu? Tu t'étais pas préparée vraiment à ce changement radical? Oui, quand même, mais je pense que le long qu'on l'a pas vécu, on comprend pas vraiment ce que c'est. Et après, on avait un des 2 bébés, Julien, qui pendant 1 an et demi n'a pas vraiment dormi parce qu'il avait beaucoup de reflux, etc. Donc ça aussi, et après des terreurs nocturnes. Donc pendant 1 an et demi, ça a été la survie. Après, avec des jumeaux, ils disent la première année, c'est de la survie. Ouais. Par contre, maintenant, c'est génial parce qu'ils font que jouer ensemble. Ils sont en super santé, ils sont jamais malades. Bon, je les bourre de compléments, j'avoue, mais... Mais non, c'est vraiment des gosses super chouettes, positifs, faciles, grands. Ils ont vraiment récupéré. Donc maintenant, c'est la plus belle chose au monde. Et j'ai récupéré aussi. Donc je me suis pris en main.
et Adrien aussi. Après 1 an et demi, on était tellement épuisés, on mangeait mal parce qu'on est fatigué, c'est normal, notre corps il veut plus de sucre. Donc on mangeait mal, on n'avait pas le temps entre la boîte, les gosses et rien de prendre soin de nous. Jusqu'à un certain moment, on s'est dit non, là ça va, on va arrêter. On avait grossi tous les deux, c'était l'enfer. Et on a changé notre style de vie, on a pris en main notre nutrition. On est allé chez un des docteurs qui travaille avec nous, qui est dans notre équipe de conseil, nous a pris en main, donc le docteur Isimon. Et en fait, et aussi une autre nutritionniste qui travaille aussi avec nous, Valérie. Donc eux, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Ils nous ont rééquilibré hormonalement, ils ont adapté notre nourriture, ils ont allé combler les carences parce que même si moi je prenais déjà mes compléments, mon cas c'était plutôt extrême, mon corps avait tellement donné que là voilà, je me suis injecté tellement d'hormones etc que tout était déséquilibré. Donc on a tout rééquilibré, on a commencé à faire du sport, on a vraiment un changement de vie. Oh, oui, mais ça fait du bien parce qu'une fois qu'on commence, au début on a un peu poussé quand on change notre vie, mais le corps il est incroyable. Une fois qu'on fait un changement pour le bon, le corps il va commencer à demander plus. On se sent mieux, donc on a envie de manger mieux. Quand on a envie de manger mieux, on a plus d'énergie, donc on a envie de faire du sport. Quand on fait du sport, c'est tout lié. J'allais dire, en fait, le complément alimentaire, pour moi, c'est limite un lifestyle. En fait, c'est une petite chose que tu fais, mais qui impacte toutes tes autres actions de la journée. Oui. Je trouve que oui, parce que quelque part, si on a moins de carences, on est moins fatigué, on a envie de faire plus de choses, on a envie de faire plus de sport. Oui, voilà, exactement. L'un apporte l'autre. Je sais pas si on dit ça, mais oui. Je pense que les compléments alimentaires, c'est un support, c'est pas la solution pour quelque chose, mais ça peut être un support qui est extraordinaire pour un lifestyle si on veut vraiment se sentir en forme. Physique et mental. Physique et mental, oui, parce que le mental est très lié au physique. Si le physique il est fatigué, le mental il va pas aller bien. Donc voilà. Et donc, deuxième bébé. Une fois que vous étiez reset total. Oui, reset total. La folie de vous dire, on se lance dans un deuxième projet. Non, en fait, c'était pas, on s'est pas lancé du tout. Parce que on a déjà des jumeaux, on s'est dit, on va attendre un peu. La vie a décidé que... Oui. Mais vu que tous les docteurs nous ont toujours dit que, voilà, impossible qu'un jour vous allez avoir des enfants naturellement. Nous, on n'a pas spécialement fait gaffe, voilà. Et on s'est toujours dit, peut-être un troisième, c'était pas exclu, mais quand les jumeaux, ils ont peut-être 3-4 ans et tout est un peu plus stable. Et tout d'un coup, voilà. Signe de... Je dis, mince, allez, c'est bizarre. J'ai pas ma période. Oui, voilà. Et normalement, j'ai pas de souci avec ça. Et voilà, bingo. J'ai fait un test de grossesse et je pouvais pas le croire, mais quelque part, c'est incroyable. Je veux dire, un c'est peu grâce à son preset, parce que oui, totalement. En fait, ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on l'explique, en tout cas. Déjà, on a rééquilibré ma thyroïde. La thyroïde est très importante pour tout ce qui est la conception. J'avais des grosses carences en iode, en vitamine B12, en magnésium, en oméga 3. C'est toutes des choses qui sont très importantes pour la conception aussi. Donc, en fait, on est allé rééquilibrer tout le corps. Et en plus de ça, je me suis lancée dans le sport. Donc, physiquement aussi, mon corps, il s'est dit, OK, je suis prêt. Parce que la nature est très bien faite. Hein. Si on est carencé ou si, je sais pas, physiquement, on n'est pas en forme, le corps va dire, oh non, je vais pas tomber enceinte parce que je pourrais pas construire quelque part l'enfant. Ça me prend énormément d'énergie et il faut des réserves. Si on n'a pas les réserves, donc beaucoup de fois, si on traite la personne qui n'arrive pas, ou le couple qui n'arrive pas à avoir des enfants avec des docteurs en micronutrition, régulièrement, ça arrive que ça vient naturellement ou ça aide pour la PMA. Ouais. C'est juste en comblant des carences ou en rééquilibrant beaucoup de fois les hormones.
Donc oui, donc belle surprise, mais quelque part on est content parce que déjà avoir un bébé naturellement c'est un beau cadeau, vu que pour nous ça a été un processus moins funky. Donc maintenant c'est naturel, et c'est qu'un bébé aussi. T'as eu Donc peur? oui. Oui. Je me dis mince, si c'est encore 2, je sais pas si j'aurai l'énergie physique et mentale pour refaire ça. Mais bon, on l'aurait fait, hein, mais. Et j'ai toujours voulu, parce que si on a 2 bébés, même si c'est génial, on a toujours, si on pose un, il y a l'autre qui nous a besoin et on peut pas comme ça avoir une connexion longtemps, ou je sais pas comment l'expliquer, mais avec un bébé. Maintenant, j'ai qu'un bébé qui va arriver, donc quelque part, j'ai hâte de savoir ce que c'est d'avoir vraiment cette connexion avec ce bébé. Même si je l'ai eu avec Arthur et Julien, je l'ai toujours, hein, aujourd'hui. Voilà, avec eux, c'était plus, ok, je dois te poser parce que lui, il m'a besoin. Et voilà, en fait, t'es tout le temps divisé pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et maintenant, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Oui, ça doit être très chouette. Nourrisson. À bientôt, écoute. Oui, c'est ça. Donc, non, très chouette. Et tout se passe bien, donc espérons que normalement. On vous le souhaite. Ouais, normalement, la grossesse, la naissance devrait être facile. J'espère. Je vous le souhaite. Alors, quelques petites questions pour finir l'entretien. Ok. Est-ce que je peux te demander ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent? Quelle est ta relation avec ton image? Moi, personnellement, c'est important que j'aime bien quand je prends soin de moi parce que automatiquement, je me sens mieux dans ma peau. Je trouve que quelqu'un qui prend soin de lui, ça se voit. C'est presque une énergie, quelqu'un qui est en bonne santé. Donc ça, j'aime bien. Autre que ça, j'avoue que voilà, je suis maman de petits. Je suis déjà contente si je peux me maquiller. Voilà. J'aime bien les vêtements et j'aime bien prendre soin de moi. Ça, c'est important, je pense, quelque part, qu'on perd pas ça, parce que même en étant maman, même en étant avoir un boulot, une vie très chargée, faut pas s'oublier. C'est pas super important pour moi que je présente bien partout au monde entier. Ça, voilà, j'ai pas le besoin de cette confirmation. Mais pour moi-même, naturellement, je me sens mieux quand je suis maquillée ou quand je suis bien habillée, etc. Je veux pas me laisser aller, je veux dire comme ça. Mais voilà, quand je suis fatiguée, j'en ai ras le bol, je vais en jogging, je mets mon hoodie et voilà, tant pis, je travaille comme ça. Ça arrive aussi, ça s'appelle l'équilibre. Quelle est ta relation avec la nourriture? Bien, quelque part, parce que j'essaye vraiment de bien manger, de faire attention, de manger des protéines le matin, le midi, de faire attention que j'ai assez de nutrition, de fruits, légumes, eau, etc. Après, j'avoue que quand je suis fatiguée, j'ai une envie énorme de sucre, ce qui est une réaction quelque part un peu normale du corps. Donc comme tout le monde, j'ai aussi des moments où je vois le truc du chocolat, je mange le truc entier. Tant pis, j'ouvre le frigo, je mange tout dedans. Et après, oui, je me sens culpable, comme chaque femme, je pense. Mais j'essaye de garder en tête que c'est un truc naturel et que ça arrive et c'est pas la fin du monde, et de rééquilibrer un peu les jours après. Donc, j'essaye d'avoir une relation positive en mangeant bien. Et de temps en temps, voilà. On est humain. Voilà. Et quelle est ta relation avec l'argent? Je vois un peu ça comme quelque chose qu'on a peut-être quelque part besoin pour créer des choses, on vit pas un lifestyle extraordinaire parce que voilà, on investit tout ce qu'on a dans notre futur. Mais je pense que pour nous, l'argent, c'est pas vraiment l'argent, c'est l'argent, c'est la liberté. Pour nous, pourquoi on veut, sur le long terme, peut-être vendre là-bas, c'est pour être libre. C'est pour pas rester dans une vie où toute notre vie, jusqu'à,
je sais pas, 70 ans, 65 ans, 67 ans maintenant en Belgique, je sais plus. Toujours On doit travailler dans un job que peut-être on n'aime pas et où on a juste assez pour avoir un peu de côté et aller une fois par an en vacances. Et voilà, donc pour moi, ma relation, en général, elle est bonne, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise, c'est juste l'argent, mais c'est même si on en a pas beaucoup en ce moment, c'est quelque chose, j'ai arrêté de stresser dessus. Par contre, c'est quelque chose important pour être libre, je pense. Pour être libre, il nous faut de l'argent. Pour être flexible dans la vie, il nous faut de l'argent. Mais j'ai pas besoin d'acheter des Louis Vuitton ou voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la personne qui partage ta vie? Rien. De le remercier parce que c'est vraiment la personne qui m'inspire tous les jours. C'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Donc même si c'est difficile, il me remonte le moral. C'est quelqu'un qui est très fort. Et c'est très important pour moi parce que moi je suis pas toujours si fort que lui. Et voilà, il m'inspire énormément. C'est quelqu'un qui est toujours là pour moi, qui me donne toujours un bon sentiment et que j'ai énormément de respect pour lui et je le remercie pour être la personne qu'il est, pour être là pour moi. Une question qui revient, qu'on me demande à chaque fois. Ok. Est-ce que tu es team matcha ou team café? Team café, ouais. Ouais, j'aime bien le matcha. Hein. Attention, j'apprécie bien le matcha, mais j'aime bien le goût du café. Quand je me lève le matin, j'aime bien avoir mon café pour me réveiller. C'est mon petit moment parce que je me lève un peu plus tôt que tout le monde. Donc, je prends mon café, c'est mon moment. Oui, j'aime bien le café. Je préfère le café. Comme on parle de petits moments, j'ai une question relative à un petit bonheur, un petit moment dans la journée pour toi que tu as du mal à skipper. C'est quelque chose qui te fait plaisir, auquel tu tiens. J'en ai pas beaucoup dans la journée, mais je dirais le matin quand personne n'est encore réveillé, moi je suis réveillée, soit c'est pour aller courir, ou en ce moment, voilà, je vais pas courir, mais je me lève un peu plus tôt juste pour avoir un moment de calme avant que tout commence. J'aime bien précieux. ça, juste. Et parfois, je suis juste dans mon canapé en train de boire mon café en silence, hein. Mais j'aime bien ça parce que je sais qu'après, je serai sollicitée toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à je fais dodo. Le matin, c'est vraiment calme. Et c'est en fait un moment à moi. Parfois, je suis sur mon téléphone, tout con, ou je voilà. Bien. Mais c'est juste dans le calme. Oui, ça, j'aime bien ce moment-là. Il y a beaucoup de parents qui disent le Ouais. calme. En fait, le silence. Oui, c'est Ouais, le c'est silence. le luxe, quoi. C'est ça, silence. le silence. En quelques mots, rapidement, ta petite routine beauté. Alors, devant le miroir, oui. Très simple, depuis que je suis maman, je me lave. L'essentiel. Je me lave. Attends, double nettoyage ou pas? Non, Okay. non. Simple nettoyage. Simple nettoyage. Faudra que j'essaye, mais j'ai jamais essayé. Mais j'ai une peau qui est très sèche, donc je peux faire attention si je lave trop, etc. Pardon. Autre que ça, j'ai un sérum dépendant du jour, mais c'est en général des sérums hydratants. Après, je mets une crème visage standard, de nouveau très hydratant. Oui, je fais aussi un scrub 2 fois par semaine. Mécanique ou chimique? Mécanique, ouais. Chimique, c'est un peu trop harsh pour ma peau. J'ai très rapidement des réactions, etc. Donc, les scrubs chimiques, en général, sont un peu agressifs, voilà. Donc, mécanique. Autre que ça, maquillage. Oui, quand il fait beau, mais pas toujours. J'ai des crèmes en général avec une protection. Par contre, oui, en été, j'essaie d'en mettre quand même. Mais autre que ça, maquillage normal. Et le soir? Le soir, démaquillage complète, sérum et une crème de nuit. Okay. Ouais. Classique. Oui. Ouais. Et beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Très bon conseil. Ça, très, très bon pour conseil. la peau, c'est très, très bien. Un podcast, un livre ou un film que tu voudrais nous recommander? Oh. On peut skipper la question. Tu m'as parlé de Founder.
podcast. Ah oui, voilà, je veux dire ça. Mais j'ai tellement pas le temps de lire et de regarder la télé. C'est ça que voilà. je fais accro au podcast. Moi, j'aime bien le podcast Founder. C'est un podcast australien, je pense, si je me trompe pas, ou aux États-Unis, je suis pas sûre. Je pense que le fondateur il est australien, mais c'est un podcast que je suis depuis très longtemps, donc je l'ai connu dès le début. Maintenant, ils ont des gens devant eux qui sont des fondateurs incroyables, mais il a commencé vraiment par inviter des gens avec des startups, mais il le fait encore, ou des gens avec des scale-up, etc., pour poser vraiment les questions. Comment t'as commencé? C'était quoi ta meilleure idée? C'était quoi le plus grand moment qui a fait exploser la boîte? C'est quoi les étapes que t'as fait pour arriver où tu es? Et je trouve que c'est très inspirant quand on est entrepreneur d'entendre qu'en fait tout le monde a commencé comme ça. À la table de cuisine comme nous, on a encore des photos et ça met les choses en perspective. Mm-hmm. Un mantra ou une citation qui te touche particulièrement? Je pense depuis toute ma vie, je dis keep your eyes on the prize. Donc, ça veut dire que même si c'est difficile, garde tes yeux sur le résultat et garde ta vision. Ta vision, n'oublie pas pourquoi tu le fais. Parce que, voilà, dans la vie, il y a beaucoup de moments qui sont moins faciles ou moins funky, mais on le fait toujours pour une raison. Donc, faut pas oublier la raison, faut pas oublier pourquoi tu es maintenant dans cette période difficile. C'est pour arriver quelque part, en général. So, keep your eyes on the prize. J'ai même un cadre dans dans ma boîte avec un. C'est bien. Hein? Oui. Keep your eyes on the prize avec plein de photos de l'étranger et voilà. Voilà. C'est où tu vas. Dernière question. Qui appelles-tu quand tu as besoin d'un conseil? Je dirais une de mes mères. Déjà Adrien, ça c'est d'office. Et autre que ça, c'est ma meilleure copine Jill. Quelqu'un qui est aussi très successful, je sais pas. Elle est aussi dans l'entrepreneuriat? Non, elle est dans le management très haut de grandes boîtes dans la tech. Je suis très fière d'elle, mais elle rêve de lancer son projet, donc elle travaille déjà dessus. Et je sais qu'un jour elle a déjà lancé une start-up, mais maintenant voilà, elle est dans le management de la tech, qui est très très bien aussi. Et je sais que bientôt elle va relancer probablement un nouveau projet, parce que c'est dans ses veines l'entrepreneuriat. Mais oui, c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter et je peux tout dire et elle va jamais me juger. Et elle a toujours les conseils. Et voilà, on se comprend, quoi. Donc voilà. Merci Maïté, merci beaucoup. Merci à toi, c'était très intéressant. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Ouais. Merci pour ta franchise. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez des gens à me conseiller ou si vous-même vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et je vous dis à la semaine prochaine.